Donc du coup, bonsoir, merci. Bienvenue à David Rodez ce soir. David Rodez un peu spécial puisqu'on va pas parler, vous voyez, je regarde déjà la caméra. On va pas parler développement. On va parler un peu plus de captation vidéo pour essayer de faire de la captation vidéo, filmer des choses et les diffuser après sur Internet et voir comment, ben en fait, comment depuis 4 ans que je fais, que je suis développeur moi, je suis développeur. Thomas, enchanté. Comment depuis 4 ans que j'ai commencé à m'intéresser à la captation vidéo, bah, de mes débuts un peu bricolés avec un vieux caméscope du grenier à ces dernières semaines où j'ai carrément lancé avec quelques copains à Montpellier une émission en live avec plusieurs caméras, des invités, plein d'éclairages et tout, etc., des éclairages comme ça. Comment on en est arrivé, en fait, comment j'en suis arrivé là. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de faire ça pas trop non plus, que ça dure 1 heure. Un petit feedback, un petit retour d'expérience. Humblement, hein, parce que je suis pas vidéaste, je suis pas photographe, j'y connais rien en photo, j'y connais rien en cadrage. Tu peux, c'est ton droit. Voilà. J'y connais rien en photo, j'y connais rien en cadrage, j'y connais rien en son non plus, parce que c'est très chiant, on dit pas ingénieur son pour rien, c'est vraiment très complexe. Bah, du coup, comment au bout de 4 ans que j'ai commencé à m'intéresser à ça, qu'est-ce que j'ai appris, quel matériel au fil du temps j'ai un peu accumulé en mode geek, précieux matériel. Et voilà. Donc je suis pas légitime en fait pour parler vidéo en vérité, c'est ça le secret. Mais comme je suis pas soumis au syndrome de l'imposteur, je m'en fous. Euh, Pourquoi j'ai commencé à filmer le web? Ce que j'appelle filmer le web, c'est-à-dire filmer, bah, typiquement, là, ce soir, une espèce de meet-up after work, avec des gens qui se retrouvent, qui parlent de technologie, qui parlent de code, des développeurs qui en plus sont censés être associables, pas permis et vivre dans leur grotte. Pourquoi j'ai voulu commencer à filmer ça? Ben justement déjà pour dénoncer les préjugés qu'il y a sur nos métiers du numérique, pas du digital, hein, du numérique, pour essayer de laisser une trace de ces moments-là, toutes ces conférences, etc. Il se passait, j'ai vu euh, à Toulouse ou ailleurs, des conférences dans des soirées comme ça, avec des mecs qui faisaient des trucs, des mecs ou des femmes qui faisaient des trucs juste de barge techniquement, des trucs en CSS, etc. à l'époque. Je me souviens, ça m'a euh, ouvert l'esprit sur le front, par exemple. Je me dis, mais putain, mais c'est trop bien ce qu'ils font. Il faut que tout le monde le voit et tout. C'est dommage qu'il n'y ait pas de traces. Aussi parce que depuis quelques années, je vais beaucoup à des conférences, vous savez, les grosses conférences avec la scène, etc. Et au fur et à mesure, plus les années, j'en fais une, puis je refais une édition, puis une autre. Et c'est un peu toujours les mêmes têtes en fait. Et parce qu'en fait, c'est normal, les organisateurs de conférences, ils peuvent pas prendre le risque de faire venir quand il y a des budgets de conférences à peut-être des fois minimum 30 000 voire 100 000 euros de budget pour organiser une conférence. Ben, on prend pas le risque de faire venir quelqu'un qu'on connaît pas trop, même si on a un peu apprécié son travail dans le GitHub, mais est-ce qu'il va être à l'aise sur une scène? Est-ce qu'il va motiver les gens? Est-ce qu'il va pas les endormir? Est-ce qu'il va pas dire des conneries? Enfin voilà. Et du coup, bah, filmer le web aussi, c'est donner des clés. Filmer les meet-up et les trucs comme ça, c'est aussi donner des clés aux organisateurs de conférences bah, pour pouvoir découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles têtes qui vont pouvoir inviter dans les conférences, amener des nouvelles choses, renouveler les idées, casser un peu les courants, parce qu'il y en a un peu marre dans les conférences que ce soit toujours les mêmes, même l'espèce de monoculture constante qu'il y a. Alors que dans le réseau de meet-up partout en France et dans le monde, il y a plein de trucs géniaux qui font. Donc du coup, ça c'est la deuxième raison pourquoi filmer le web. Et la troisième raison, c'était aussi s'adresser à un autre public, parce que finalement, c'est toujours les mêmes personnes qui vont à ces événements, c'est toujours les mêmes têtes, alors que des gens, des travailleurs et des travailleuses du numérique, il y en a plein, bah, même par exemple ici à Rodez, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui travaillent dans le numérique, qui préfèrent venir ici, là, ce soir, et qui viennent pas forcément. Et, 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 et je me suis aperçu, j'ai organisé des meet-up et des trucs comme David Rodez, j'en ai organisé pendant des années, et je me suis aperçu que dès qu'on produisait de l'image, que ce soit des photographies et de la vidéo, mais déjà avec les photos, dès qu'on produisait des images dans les événements, bah, les gens
sauter plus facilement le pas. Ben, parce qu'ils voyaient une photo, ils voyaient typiquement des trucs cons, le dress code, comment s'habiller, la manière de parler, un peu le profil des gens qui allaient là, est-ce que je vais me sentir à l'aise, comment je vais devoir me comporter, ou des trucs plus concrets, comment ça se passe, est-ce que je m'assois, est-ce qu'on reste debout, etc. Et du coup, ça permet aux gens de se projeter, du coup, ils viennent plus facilement, parce qu'ils peuvent se projeter dans un moment comme ça. Et du coup, ils sautent le pas, ils viennent, on rencontre de nouvelles têtes, on peut discuter et apprendre plein de trucs passionnants. Donc voilà, c'est un peu les 3 trucs. Laisser une trace, renouveler les têtes et s'adresser à un public plus large et différent. 3 trucs qui m'ont poussé à me lancer dans la captation vidéo. Donc il y a 4 ans, c'était en 2014, ouais c'est en 2014, je commençais un peu à gagner suffisamment de ma vie pour pouvoir dépenser dans l'argent dans des trucs à la con qui sont pas forcément essentiels. Et ça faisait un moment que cette idée de vidéo me trottait dans la tête. Et en passant devant mon magasin, vous savez, les magasins de trucs où on achète d'occasion, on peut vendre et acheter d'occasion, ouais, voilà, les trucs de cash, de troc ou des trucs comme ça. J'ai vu une caméra, une vieille caméra, le truc un peu gros en plus, avec le micro devant, limite qu'on peut mettre sur l'épaule et tout. Et j'ai fait, waouh, trop bien, 300 €, allez, vas-y, je le fais. Je l'achète, je le paie en 3 fois, 100 € par mois. Et du coup, je vais pouvoir commencer à la prendre avec moi. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pris avec moi en allant filmer les meet-up et les conférences et des trucs comme ça que je voyais en région, d'abord à Montpellier et en région. Et du coup, des premiers meet-up que j'ai filmés comme ça, c'était en 2014, donc sur le DDD, parce que je suis développeur PHP. Je traînais pas mal avec d'autres développeurs qui parlaient beaucoup de Domain Driven Design, de développement, je sais plus, qui parlaient beaucoup de DDD à l'époque, donc c'est de l'architecture de code, etc., qui était un peu... Ça a commencé en fait à en parler, mais il y avait peu de ressources francophones pour se former là-dessus sur Internet. Et du coup, il y avait un meet-up, j'avais la caméra, j'ai dit, vas-y, go, je vais filmer ça. Donc je suis arrivé avec ma caméra, j'ai filmé, et le résultat était pourri. Mais vraiment nul à chier. Déjà, la caméra, c'était, vous savez, les vieilles caméras. On met les disques dedans, là, les cassettes, les petites cassettes, là. L'image 4 tiers, 480 pixels de largeur, enfin, le truc en carré, une horreur. Le son, j'en parle même pas, c'était inaudible. D'ailleurs, les commentaires, quand j'ai publié la vidéo, c'est quoi ce son, on n'entend rien, le son est pourri, rentre chez ta mère, enfin, voilà, des commentaires sur Internet, quoi. Mais je me suis pas démonté, j'ai quand même gardé, je me suis dit ça doit être des histoires de réglage et tout, donc j'ai persisté, j'ai fait d'autres meet-ups, j'ai même essayé à cette époque-là à retransmettre en live. Je me suis dit tiens, il y a la fonctionnalité dans YouTube pour faire un truc en live, je vais essayer. C'est cool, j'ai résolu mon problème de son ce soir-là, parce qu'en fait, j'ai oublié de configurer le son, du coup il n'y avait pas de son dans le live. Il n'y avait pas de son du tout. Heureusement que c'était du live parce que j'ai eu un... J'ai eu un... Tu peux le couper? Ouais, c'est mon téléphone. Du coup, j'ai eu un commentaire en live pendant la soirée, au bout d'un quart d'heure de vidéo. Il n'y a pas de son, c'est normal? Et alors que moi j'étais en mode, ouais, cool, j'ai un commentaire, il y a quelqu'un qui regarde ma vidéo. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai appris. Et plus tard, c'est rigolo parce qu'en apprenant comme ça, un peu comme j'avais appris le dev il y a des années, en progressant pas à pas, en me faisant de la merde, puis de la merde, et puis de la merde, puis petit à petit, ça commençait à être quelque chose d'un peu mieux. Plus tard, en discutant avec quelqu'un qui faisait de la capta vidéo, que c'était son métier, quelqu'un m'a dit, mais ouais, je raconte l'anecdote, et il me dit, mais ouais, mais c'est normal, quand tu fais de la capta vidéo, t'as toujours le son, un casque avec le son au plus près de l'enregistrement dans ton oreille, quoi. Donc là, typiquement, j'aurais dû avoir un retour de YouTube dès le départ dans mon oreille sur un casque pour checker, pour vérifier que le son était bien sorti. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'ai constamment, typiquement, il y a Franck qui est derrière la caméra ce soir qui vérifie pas le son. Je peux vous assurer que moi, je vérifie constamment le son dans le casque. Donc ça, ce premier live aussi, ça a été l'occasion de découvrir un logiciel qui s'appelle OBS, qu'on verra tout à l'heure. C'est un logiciel qui permet de faire à la fois l'acquisition des différentes sources vidéo sur un ordinateur, donc purement logiciel, qui permet aussi de mélanger différentes sources vidéo. Donc pouvoir mélanger l'acquisition de slides par exemple, là j'ai pas de diapo ce soir, mais l'acquisition de diapo avec une caméra, pouvoir y rajouter un fichier, jouer en local, etc. Il fait plein de choses extraordinaires. On peut créer des scènes et tout, c'est trop bien. Et
donc j'ai découvert ce logiciel-là et qui permet aussi du coup de diffuser en live parce que d'envoyer un flux vers une plateforme comme YouTube, Facebook, etc. Et je m'en sers encore de ce logiciel d'ailleurs, on verra tout à l'heure dans ma stack actuelle, il y a encore ce logiciel, il est au centre de la stack. Donc du coup j'avais eu cette première expérience et je me souviens que quand je suis sorti de là, j'ai dit mais plus jamais on me prendra à faire du live quoi. Le cadrage était merdique, en plus j'ai la lumière qui a baissé pendant le... Enfin c'est une catastrophe. Une catastrophe, du coup j'ai dit plus jamais je fais en live, je vais essayer de faire des belles vidéos, tant pis j'aurai de la post-prod, du montage, des trucs comme ça, mais je ferai des belles vidéos, ou en tout cas les plus belles vidéos que je pourrais arriver à faire, je vais essayer de faire ça. Et c'est là où je commence à, toujours pareil avec mes collègues qui au début faisaient des meet-up donc DDD, qui commencent à se rapprocher d'une asso nationale qui fait du PHP, qui font beaucoup de meet-up PHP à Montpellier. Je dis moi je rejoins, je vous aide et je peux filmer. Et du coup je commence à filmer, mais toujours dans mon idée de je vais faire des belles vidéos. En fait j'ai changé de caméra. C'est le premier moment où je me suis dit bon ok, on va revendre ma caméra. Donc j'ai revendu la caméra, au passage j'ai fait une belle affaire, parce que je l'avais acheté 300 €, je l'ai revendu 400, tout bénef. Un peu de bagou et ça passait bien. Et du coup je l'ai revendu, ce qui m'a permis d'acheter une nouvelle caméra, que j'ai encore aujourd'hui, qui est celle-ci. Du coup j'ai acheté une nouvelle caméra, qui est nickel, qui est en HD, qui a des belles couleurs, qui est pas en 4 tiers, donc du coup qui est bien large, qui réagit bien quand la lumière baisse, etc. C'est-à-dire dès qu'on a peu de lumière, elle réagit assez bien. Et je me suis dit, pour le son, je vais investir dans un micro. Bon micro. Je suis prêt à y mettre les moyens parce qu'apparemment, quand on fait de la vidéo, le micro, le son, c'est ce qui est le plus important. Donc, j'ai acheté un micro. Il se trouve qu'à Montpellier, il y a une boutique qui s'appelle Vidéo Comédie, et juste derrière la place de la Comédie à Montpellier, qui est une boutique de vidéo pro. Je me dis, ok, les mecs, c'est des pros, tant pis, je vais le payer cher mon micro, mais c'est des pros, ils vont me conseiller, ils vont m'apprendre des trucs, je vais y aller, et c'est sûr voilà, tant pis, je le paierai plus cher, mais c'est sûr que je ferai un bon investissement. J'ai été reçu, comment dire? Ah, tu fais des trucs pour Internet? Ah, ouais, ok, mais en fait, pourquoi t'es là, quoi? J'ai été reçu, mais pitoyable. Euh, J'ai quand même réussi à trouver un micro qu'en fait j'aurais pu trouver tout seul, c'est ce micro-là. Tous les blogueurs sur YouTube en parlent de ce micro, que c'est le premier achat en fait quand on commence à faire des vidéos sur YouTube. Mais du coup j'ai réalisé un truc, je me suis dit mais le mec, mais odieux quoi. Mais dans un milieu ils sont odieux entre eux. Mais c'est vrai qu'en fait nous entre développeurs on est là, on se réunit, on partage de l'expérience, du savoir. Ouais, t'as utilisé quel techno, tu bosses sur quoi en ce moment, tu fais quoi, etc. On se partage, mais c'est très particulier à nos métiers. Et du coup, quand on essaye de s'intéresser un peu à ce qui se passe à côté, qu'on essaie de faire un autre métier, ici de la capta vidéo, en fait, il y a très peu de ressources, c'est très dur pour avoir des ressources, des infos, des conseils, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais continuer dedans, parce que ça me plaît, j'aime bien filmer les meet-up, les trucs comme ça, il y a un intérêt, mais je vais faire ça comme j'ai appris le dev. Chaque fois que je vais apprendre un truc, chaque fois que je vais accumuler de l'expérience, que du plantage, des trucs comme ça, je vais le rendre. Je vais écrire des articles, je vais, ce que je fais là ce soir, venir le partager avec des gens que ça peut intéresser, etc. J'en étais où? Donc du coup, nouvelle stack, un bon micro, une bonne caméra. En plus, à ce moment-là, ma famille m'offre un pied de caméra et tout. Du coup, go. Je me lance, je vais aller filmer les apéros et les meet-up PHP de mes copains. Ça marche bien, même s'il y a encore des couacs au niveau du son, et même si il y a des couacs au niveau de la lumière. D'ailleurs, c'est là où je commence à acheter les premières mandarines comme ça, pour essayer d'éclairer un peu plus, parce que on fait ces réglages à 18h pour un meet-up, à 20h la lumière, ou 21h la lumière, il fait nuit. Du coup, il n'y a plus de lumière du tout. Donc, il faut prévoir de la lumière artificielle en backup, et les néons, c'est pas terrible. Euh, Investir dans des pieds de caméra, essayer de trouver une deuxième caméra, parce que là ça va, mais un mec qui parle pendant 1 heure, je m'adresse à la caméra, un mec qui parle pendant 1 heure derrière une caméra, c'est chiant. Il y a une petite astuce en vidéo, c'est pour ça que j'ai acheté, je l'attrape, une petite caméra comme ça à 30 €, une petite astuce, mais en fait on multiplie le nombre de caméras. Parce que s'il y a, là, il y a une caméra dans la capta vidéo, du coup, c'est plan fixe, il se passe que ce qui se passe à l'image. Si je rajoute une deuxième caméra ici, ou une troisième caméra là, une caméra en plan large au fond,
bah déjà, au montage, on peut varier les angles. Passer d'une caméra à l'autre pendant que je parle. Et du coup, c'est beaucoup moins chiant. Ça se regarde en tout cas beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, ça se voit dans les stats YouTube quand j'ai commencé à rajouter. Donc, ça, c'est une petite caméra style GoPro que j'ai acheté à 30 € chez LDLC. Dès que j'ai commencé à la mettre, à l'utiliser en plus de celle-là, bah, du coup, les vidéos étaient plus dynamiques. Et du coup, sur YouTube, on voyait que les gens regardaient mes vidéos plus longtemps. Parce que c'est moins chiant, quoi. Donc, il y a ça. Puis aussi, il y a un jour, un jour, je fais une conférence, c'était sur Git. Et un super orateur qui fait une super conf sur Git, sauf qu'en fait, il fait ça en live coding. Ces diapos, là, j'ai pas de diapos ce soir, mais ces diapos, c'était en fait un terminal ouvert, et il montre, vas-y, il montre un par un les exemples. J'avais pas de quoi le capter. J'avais pas de quoi enregistrer, garder ce truc-là. Et en farfouillant, bah, parce que même si en français, il y a peu de ressources sur Internet, sur des forums un peu de capta vidéo en anglais, etc., on trouve des trucs où certains libristes, tout ce qui est autour des logiciels libres en France, ont un peu d'avance sur la capta vidéo, ont aussi un peu partagé sur ce qu'ils faisaient. Et du coup, j'ai découvert un petit appareil qui à la base est fait pour les gamers. Je suis pas du tout gamer. Qui est ce petit appareil en fait qui a été inventé pour les gamers. C'est un Evermedia, ça s'appelle. Inventé pour les gamers pour enregistrer leurs parties ou les diffuser sur Internet en direct. En fait, du coup, on change au lieu de mettre je ne sais quel jeu vidéo, on le met entre l'écran donc du dev qui fait du live coding et un vidéoprojecteur pour le meet-up et on enregistre ce qui se passe dessus. Après, on l'a sur une carte SD et on le met au montage, quoi. Et du coup, c'est top et ça coûte pas excessivement cher. Vous l'achetez à des gamers qui, eux, l'ont acheté cher parce que c'est des gamers, ils ont les moyens. Eux l'ont acheté une fortune, qui s'en servent évidemment pas, qui le revendent sur le bon coin et vous en trouvez à 50 € sur le bon coin. Donc si vous faites de la capta vidéo, que vous voulez enregistrer ce qui se passe à l'écran dans un live coding ou un truc comme ça, je vous conseille vraiment d'acheter un petit boîtier comme ça, d'occasion sur le bon coin. Donc j'en arrive là. Je commence à avoir des vidéos pas mal. En plus, j'achète des petits ensembles de micro-cravates comme ça, là, des petits micro-cravates sans fil pour améliorer le son. Parce que mine de rien, le micro que m'a conseillé le gars à Vidéo Comédie, c'est bien, mais quand on est dans une salle de conf et qu'on a du bruit ambiant, des trucs comme ça, ben en fait, on se tape quand même le bruit ambiant, les trucs comme ça. Donc du coup, un bon, essayer d'aller, pas forcément bon, parce qu'un bon, ça coûte très cher, mais essayer d'aller vers un micro-cravate au plus près de la source de la personne qui parle, bah c'est mieux. Donc du coup, bah, j'ai réussi à en trouver, après quelques tâtonnements, mais j'ai réussi à en trouver des micros intéressants. Et je me retrouve donc avec mes vidéos qui sont bien, qui commencent à se regarder, mais, euh, mais quand je les diffuse sur YouTube, par exemple, ça décolle pas, quoi. Enfin, des vidéos de dev, ça fait 30 vues, 40 vues, 44 vues. C'est pas énorme, quoi. Bon, en même temps, c'est vrai, des vidéos de mecs qui parlent de code, ou de nanas qui parlent de code, c'est pas terrible. Euh, Bah, du coup, je commence à me poser des questions, j'en discute autour de moi, je regarde un peu ce qui se fait. C'était à peu près, on était en 2015 par là, 2016. Il commence à y avoir les médias genre brut, vous savez, brut sur Twitter ou Facebook, des petits encarts très courts d'une minute qui traitent d'un sujet, etc. Et je voyais les vues que faisaient ces vidéos-là, quoi. C'était les chiffres, l'audience, c'était impressionnant. Et je me dis, mais il doit y avoir un truc avec le format court et tout. Et un jour, je dis, bah, je vais essayer, je monte ma vidéo de conférence lors d'un meet-up. Je vais essayer de faire au montage. Ça m'a pris un temps extraordinaire, de malade. Pour essayer, je vais prendre en 2 minutes, 1 minute, je vais essayer de prendre tous les meilleurs moments de la conférence et les résumer en 1 minute. Et je vais essayer de le mettre sur Internet. Je me souviens, c'était une espèce de talk de Camille Roux, le mec de Human Coders, qui parlait de salaire et d'emploi dans la communauté PHP. Je fais ça, c'est 2 petits tweets d'une vidéo de 30 secondes, 1 minute, et là, tout de suite, ça se partage, il y a beaucoup de réactions, et du coup, les gens vont voir la conf complète. Du coup, ça fait exploser mes vidéos, donc du coup, à partir de là, j'ai commencé à faire des vidéos courtes de démos sur les réseaux sociaux pour amener vers les nouvelles plateformes.
et bah du coup on passe de quelques dizaines de vues à quelques centaines, voire des milliers de vues après sur des confs, des trucs pourtant chiants quoi. Git, c'est chiant, truc de code. Et du coup, non, bah, j'en arrive à ce point où bah, finalement, en fait, les gens regardent les vidéos. Mais c'est normal, parce qu'il y a énormément de trafic. La plus grosse part du trafic sur Internet, il y a quelqu'un qui fait du réseau dans la salle un peu, je pense qu'il, confirmant ce que je dis, le plus gros trafic sur Internet aujourd'hui, c'est la vidéo. C'est des plateformes comme ça, comme Netflix, etc. C'est normal. Et en regardant un peu les chiffres, il y a 8 Français sur 10 entre 16 et 24 ans qui ont regardé des vidéos sur YouTube au moins une fois par jour ces dernières années. Et si on fait tout âge confondu, c'est un Français sur 2 qui regarde une vidéo sur YouTube au moins une fois par jour. C'est énorme. Du coup, en fait, les vidéos, elles sont hyper vues. Il y a possibilité de les rendre hyper vues. Mais il faut s'intéresser un peu à comment fonctionnent les plateformes, les histoires d'algorithmes et tout. Typiquement sur YouTube, là donc on a lancé une chaîne qui s'appelle Ça fait écho. Il faut qu'on tienne au début un rythme régulier d'une vidéo par semaine. Parce que bah, l'algo de YouTube, c'est con, mais il adore ça. Donc c'est pas ce qu'on voulait faire au départ, mais on fait des chroniques un peu toutes les semaines pour coller à l'algo de YouTube, pour essayer de gagner un peu en audience, parce que ça sert à rien de faire des belles vidéos si elles sont pas regardées quoi au final. Enfin, c'est con. Et les vidéos, pourtant, c'est un bon format. Je vais vous donner une anecdote. J'étais l'année dernière, à peu près à cette époque, j'ai donné un TD, j'ai animé un TD à la fac de Montpellier sur Symfony. Je suis développeur PHP, mais je me soigne et je fais du Symfony. Du coup, j'anime un TD et je leur explique Symfony, comment ça marche, les contrôleurs, les vues, le modèle analytique, quoi. Je leur dis, voilà, il y a des contrôleurs, ils prennent un objet request en entrée, il faut retourner un objet response en sortie. Voilà, en gros, comment ça marche. Je leur donne un truc à faire et je leur dis, pour les détails, les méthodes à utiliser sur les deux classes, bah, allez voir la doc de Symfony, quoi. Normal. Puis je passe dans les rangs. Et en fait, j'envoie 2-3 dans les rangs pour eux aller voir la doc sur Symfony. Mais en fait, c'était aller sur YouTube, taper tuto Symfony contrôleur et regarder une vidéo. Et recopier, écouter à l'écran, écouter et recopier ce qu'ils voyaient dans la vidéo, etc. Ça fait des étincelles dans la tête, quoi. Vous savez, quand je disais pourquoi je filme le web pour essayer de toucher un nouveau public, etc., ces gens-là, qui avaient que j'avais en TP, ces étudiants-là, en master en plus, hein, ces étudiants-là, je les avais jamais vus dans des meet-up ou des trucs comme ça. Pourtant, des youtubeurs développeurs comme Graphicart, qui pourtant il est à Montpellier, il était à 1 km de lui, quoi. Bah, ils connaissaient par cœur, etc., quoi. Ils allaient voir ses vidéos, etc. Mais ils venaient pas dans des événements comme David Nordez et tout. Donc j'ai fait ça, j'ai fait tout ça, je suis allé filmer les meet-ups, j'ai publié des vidéos, j'ai fait ça entre 2014 et 2017. Ouais, 2017, jusqu'à la fin 2017. Et au bout d'un moment, pour donner un chiffre, à Montpellier, sur cette année-là, il y a eu 200 meet-up, after work, etc. 200. Alors, comment dire, je sais plus il y a un truc en mythologie comme ça, mais c'est un mythe, c'est essayer de vider un truc qui se remplit tout seul, quoi. C'est impossible d'arriver à couvrir toute la diversité de ce qui se fait. C'est vite épuisant. Sans compter que avec mes mauvaises expériences avec le live, je me faisais le montage à chaque fois, et du coup, c'est chronophage. Et à un moment, stop, quoi. J'ai pété un câble, j'arrête, j'en peux plus, j'ai envie de faire des trucs qui aussi me plaisent et pas faire que le truc ingrat et tout, et du coup, j'ai un peu arrêté. D'ailleurs, je dois avoir une vingtaine de meet-up non montés, de vidéos de conf non montées sur des disques durs, parce que c'est du temps. Pour monter une vidéo comme ça, il y en a quasiment pour une demi-journée, facile, donc voilà. Donc avec la fatigue, etc., je dis stop. Ça tombe bien parce qu'à ce moment-là, mes collègues mes copains qui faisaient les trucs PHP, on peut arrêter de faire ça. Mais avait envie de continuer à faire des trucs et on discute ensemble et on se dit mais finalement la vidéo c'est vrai qu'il y a ce côté important, il y a ce côté générationnel en fait. Il y a toute une génération. Nous on a appris sur le dev sur des blogs, sur des
des trucs comme il y avait Raphaël Goder qui est venu à Rodez il y a pas longtemps, voilà, sur des sites comme Alza Création, on a appris là, mais aujourd'hui les gens ils vont aller chercher l'information sur YouTube quoi. Donc c'est con en fait, nous on fait du dev depuis longtemps, on a appris plein de choses, on a de l'expérience, on pourrait le donner, mais on le donne à des endroits ou sur des formats qui sont pas réceptifs pour toute une nouvelle génération. Donc en fait en discutant on a dit il faut qu'on continue à faire des choses, mais les meet-up, les trucs comme ça, les gens c'est plus pareil. Alors que sur la vidéo, il y a peut-être un truc à faire. Et c'est là où on se dit, et pourquoi on ne ferait pas une émission en live et en public sur la tech à Montpellier? Bon, ok, on va faire du live, hein, je voulais pas, on va faire du live, hein, on va y arriver. Donc j'ai réfléchi, je commençais en plus avec 3 ans, 3 ans que je faisais de la capta, je commençais à avoir mes sources, donc du coup rien, très peu en français. Il faudra que je travaille à ça le jour d'ailleurs, partager plus de contenu sur les vidéos en français. Je commence à avoir mes sources en anglais, mes forums, mes trucs comme ça. J'ai dit, on va refaire ma stack encore une fois, pour la 3e fois, de matos vidéo. Et je vais investir dans des trucs pour faire du live. Donc c'est avec ça qu'on va jouer tout à l'heure. C'est des petites caméras comme ça, par exemple. C'est une marque australienne, Blackmagic, ça s'appelle, qui font des caméras, qui font plein de matos vidéo en fait. J'ai un mélangeur vidéo qui est de la même marque, etc. Qui font vraiment, c'est du matériel pro à des tarifs abordables, c'est-à-dire excessivement cher, mais qu'en se saignant un peu, je peux arriver à me payer. Parce qu'il faut savoir qu'une caméra de broadcast, donc une caméra de studio professionnelle, ça coûte 1200 euros sans objectif. Un truc professionnel, il faut rajouter un chiffre, quoi. Donc c'est du professionnel, de la bonne qualité, mais à des prix abordables. Donc du coup, petit à petit, sur un an, j'arrive un coup par-ci, moi j'achète ci, moi j'achète ça, j'arrive à me refaire toute ma stack vidéo. Et en juillet dernier, on a commencé notre première émission qui s'appelle Ça fait écho, donc, avec un plateau, avec 2 caméras, avec des invités. On parle de dev, on parle de trucs pas que dev, etc. Mais il a fallu le diffuser parce que moi, mes premiers essais en live qui n'étaient pas concluants, je m'étais pas trop posé la question de la diffusion. Et du coup, tu as envie de le diffuser en même temps, tu as envie de faire classe, tu vois. Ouais. On est comme à la télé, quoi. Donc tu te dis, je vais le diffuser, tu vois grand, tu te dis, allez, je vais aller le diffuser sur YouTube, sur Facebook, sur Periscope, sur Twitch, sur ce que tu veux, vas-y, on fait tout. Ouais, mais comment tu fais? Parce qu'au final, on utilise le logiciel OBS qui permet de streamer sur une source en particulier, mais pas de diffuser sur plein de sources. Alors en regardant, en bidouillant, en discutant avec d'autres gens qui font un peu de capta vidéo sur la technique, au niveau tout ce qui est tech dev, etc. Je découvre que Nginx, donc le proxy, je cherchais le mot, hein, le proxy Nginx dispose d'un module RTMP. Donc RTMP, c'est le protocole de diffusion vidéo qui avait été inventé pour Flash à la base et qu'utilisent les plateformes comme YouTube et Facebook pour recevoir un flux vidéo. Du coup, il dispose d'un module RTMP, Nginx, qui permet de recevoir un flux RTMP et surtout en fait de le recevoir et de faire rôle de proxy, de le rediffuser sur d'autres applications. Et ça, c'est top. Parce qu'un encodeur pro qui fait ça, en fait, à moins de vendre ma maison, j'ai pas les moyens. Donc, par contre, faire tourner Nginx avec un peu de config, etc., même si je suis pas DevOps et que ça m'a mis un moment pour arriver à m'en dépatouiller, j'y suis arrivé. Je vous montrerai la config, en plus, c'est vraiment con, je vous montrerai la config tout à l'heure. C'est quelques lignes de code, c'est vraiment con, mais voilà. Et du coup, donc, d'OBS, je me sers encore d'OBS, donc ce petit logiciel libre qui permet de faire l'acquisition d'un signal vidéo et le mélanger avec d'autres sources, etc., et de le rediffuser. Mais en fait, je fais l'acquisition de mon signal vidéo dans OBS. OBS l'envoie à Nginx en RTMP, qui est traité sur une autre machine, qui fait que ça, parce que derrière, après, chaque flux, je le réencode avec FFmpeg. Donc, je le réencode en fonction des paramètres que veut la plateforme. Donc, tu as trois processus FFmpeg en continu qui tournent pour réencoder le CPU. Ça tient la route, hein, sur une bonne machine. Si je le fais avec mon ThinkPad, ça tient la route, mais ça suce un peu. Donc, ça consomme. Donc voilà. Et après, c'est Nginx qui fait retraiter FFmpeg et qui renvoie sur les différentes sources, etc. Donc quand là, j'arrive à avoir la connexion suffisante, ce qui n'est pas tout le temps,
puisqu'on change de lieu. Mais quand j'arrive à avoir la connexion suffisante, bah, j'arrive à diffuser à la fois sur Twitter, Facebook, YouTube. Je me suis pas encore penché sur les autres, mais je m'y pencherai. Avec un truc que je fais en laboratoire, enfin en laboratoire, quoi, à la maison en ce moment, c'est de diffuser sur un propre player, sur une page web que j'ai créée moi-même. Mais ça nécessite beaucoup de bandes passantes. Donc si un hébergeur type OVH, Always Data, etc. en France souhaiterait offrir de la bande passante à une émission, je m'adresse à la caméra, à une émission comme Ça fait écho, qu'il n'hésite pas, de la bande passante et même des compétences et de l'aide pour fabriquer tout ça, je suis preneur. Voilà, le message est ouvert. Et voilà. À savoir que malgré tout, j'apprends encore une fois, je reviens, je vais faire revenir au point de départ. Je suis pas professionnel, je suis pas légitime pour faire ça, et ça m'arrive de me planter. Il y a quelques temps, avec cette nouvelle stack, donc avec ces nouvelles caméras pro et tout, je dis à des collègues d'un parisien d'un journal avec qui je travaille, qui font un événement à Montpellier, je leur dis bah, si vous voulez, je peux venir et je fais la captation vidéo. J'arrive, j'installe tout le matos, en plus avec la sono, les éclairages, enfin le truc qui en jette un peu, tu vois. Je commence un peu à en jeter le matos que j'ai et j'installe tout. Et au moment de commencer à diffuser les images, j'ai un petit boîtier. Ça. Ce petit boîtier qui est une carte d'acquisition vidéo, donc soit HDMI, soit SDI. SDI, il faut que vous découvriez ce que c'est qu'SDI. Vous souvenez des trucs coaxiales qu'on avait sur la télé ou sur les vieux réseaux en token ring, là? D'accord? C'est ce qu'ils utilisent en vidéo. D'accord? Sauf qu'ils ont une fiche qui se branche, mais si tu coupes à l'intérieur, c'est du coaxial, quoi, d'accord? Et ils te vendent ça, un bras. Un bras, voilà. Donc c'est un petit boîtier comme ça, où en gros j'ai mes caméras comme ça qui partent sur une console qui fait le mélange vidéo, qui me permet de choisir sur quelle caméra je suis, les transitions que je fais, etc. Et après ça part de la console vidéo, ça passe par là, et ça va sur un Mac pour faire l'acquisition vidéo, sur mon Mac. Et le soir d'une session où je voulais faire une session en live, une diffusion en live, ce petit boîtier-là, parce que je me suis planté, j'ai coupé, il était en train de se mettre à jour. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais à te mettre à jour? J'ai coupé la mise à jour en plein milieu. Et en fait, du coup, il écrit la mise à jour directement, et du coup, en fait, ça me l'a fusillé. Donc, du coup, j'ai pas pu faire le live. Voilà. L'illustration physique d'un single point of failure. J'ai ce boîtier-là qui plante, je peux plus faire de live. Donc bon, bah, je suis dev, hein, moi les single point of failure, j'aime pas, donc j'ai multiplié, j'en ai plusieurs maintenant. Mais à l'époque, j'en me disais, oh, c'est du matos pro, pas de problème, j'en ai besoin que d'un. Et donc voilà, et donc en juillet, on a fait notre première émission, qui était nulle à chier. La réalisation était pourrie, la disposition des caméras, j'y avais pas réfléchi avant. Je ne savais pas ce que c'était un conducteur d'émission et pourquoi c'était important. J'ai appris. Donc plein de choses comme ça. Donc bah, maintenant, on a des conducteurs d'émission, c'est-à-dire qu'on prévoit à la minute près de quoi on va parler, qu'est-ce qu'on va faire, qui va intervenir. Un truc bête, on prévoit les questions qu'on va poser aux gens. Accessoirement, c'est pas mal. J'ai même prévu des petits génériques, des jingles, des reportages pour essayer de rythmer un peu plus l'émission. Avant les émissions, maintenant, je prévois, je me dis, ok, tu vas t'en éviter, tu vas les placer comme ça, à tel endroit, tu vas mettre ta caméra là, je fais vraiment un plan précis, etc. Faites-le si vous faites de la capta vidéo. Ça paraît con, vous dites, oh, c'est bon, je verrai sur le moment, parce que ça dépend. Non, tu le fais. Et donc voilà, du coup, on a fait une deuxième émission qui est déjà beaucoup mieux. J'espère que la troisième sera mieux, que la quatrième sera encore mieux, etc. De la même façon que mes premières vidéos étaient en 4 tiers avec une Canon pourrie, une image en 480p, enfin voilà. Donc j'espère que avancer un peu et continuer à apprendre. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est ça, on en est aux questions. Ouais, non? Ouais, et encore, j'ai pas tout. Ah ouais, j'en ai pas parlé de ça. Alors, truc tout con. Truc tout con.
Si vous faites de la capta vidéo, vous verrez que c'est chiant. Prenez une caméra qui a une prise d'entrée pour le son. D'accord? Pour pouvoir y brancher un micro, parce que les micros des caméras sont généralement nuls. Faut pas y compter dessus. Donc prévoyez une prise son, sauf que si tu veux faire un truc où tu as deux personnes qui parlent, que tu n'as qu'une prise son, comment tu fais? Du coup, ce petit boîtier, en fait, c'est je sais pas comment ça s'appelle, une mixette, un mélangeur audio. En fait, c'est tout bête. Ça fait plusieurs choses, mais c'est tout bête. La première, c'est qu'il y a deux entrées son, left et right, en fait, en jack ou en XLR, qui est un format, un XLR ici, qui est un format en fait qui alimente directement le micro et aussi il y a une différence sur le son, il est traité en ligne et un truc comme ça. Du coup, donc on amène deux sources différentes et de l'autre côté, on peut régler la différence entre les deux sources et on a même un moniteur pour voir le niveau de chaque source. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit boîtier qui vient se coller sur un pied entre la caméra et le pied ou sous la caméra ou si j'ai un rig d'épaule, je peux le mettre avec moi sur le rig d'épaule, etc. Donc ça permet ça, c'est assez sympa. C'est assez sympa, mais pareil, ça coûte cher. On en discute avec Franck tout à l'heure, ça coûte cher. Tout coûte cher en vidéo, tout coûte cher en vidéo. Euh, Non, non, vas-y. Tout à l'heure, tu parlais de la différence de lumière avec la différence de jour. Oui. Comment tu gères le fait d'avoir peu de différence finalement à l'image? Parce que j'imagine que tu commences au début avec la lumière du jour et tu termines à la fin avec ta lumière à toi. Comment tu gères ce moment où ça passe les lumières et il faut allumer, et du coup ça fait une différence, j'imagine, d'image. La différence d'image, je l'ai toujours, j'arrive pas. Parce que c'est les mandarines que j'ai achetées à pas cher et qui sont pas terribles. Toujours pareil, vu le budget, on essaye toujours, bah, ok, la lumière, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Non, bon, ben, on va essayer de. Et puis on regrette. On se dit, ah non, en fait, j'aurais dû mettre les moyens aussi dans la lumière. Le truc que j'ai aujourd'hui, c'est déjà, je ne prends pas en compte la lumière naturelle quand j'installe surtout si c'est un meet-up ou un after-work, etc. Je pars du principe que je fais tout en lumière artificielle. Parce que je sais que typiquement, j'installe mon plateau à 4 heures ou même à 6 heures. Je sais qu'à 8 heures, c'est mort, ce sera plus la même lumière. Donc, j'en tiens pas compte. Et je mets le plus possible à fond mes mandarines en lumière artificielle, etc. pour que ça se voit pas qu'en fait, qu'elles prennent. D'essayer d'en mettre le plus possible pour que ça prenne le plus possible et que machin. Très honnêtement, je suis encore très mauvais sur la lumière et sur la balance des blancs parce que il y a aussi des blancs, des différents blancs en photo et il m'arrive de faire des captas tout jaunes, tout crades. Tu regardes, je fais la captation de Sudweb l'année dernière en mai, c'est tout jaune, c'est tout crade, etc. Bon, bah, c'est que j'arrive pas encore à bien gérer ces questions-là, mais c'est pas grave. Enfin, je fais des progrès à chaque fois, mais voilà. Donc, base-toi sur la lumière artificielle, tu fais la captation vidéo, toujours. Fais pas confiance à la lumière naturelle. Et ne filme pas à midi. Fais pas. C'est pas évident, typiquement, on fait des petits magnétos maintenant. Et le moment où tout le monde est disponible, bah, c'est plus le midi. Mais le midi, le soleil de midi, c'est un connard. Donc voilà, faut composer, faut tricher, faut accepter de pas faire du travail parfait aussi. Je suis pas pro, c'est ce que je disais au début, je suis pas pro, c'est pas grave, je suis pas là pour faire des belles images, je suis là pour faire des images qui restent et pour capter des moments, capter du contenu qui soit pertinent, quoi, et que ça se regarde, c'est tout. Que ce soit une belle image bien chiadée, ça m'intéresse pas. Typiquement, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais euh, la différence entre une caméra comme celle-là et un réflexe, il y a beaucoup de gens qui utilisent des DSLR, donc des appareils photo qui aujourd'hui sont des capteurs qui permettent de faire de la vidéo. Euh, la différence, c'est que sur des DSLR, tu peux faire des images hyper chiadées, très cinéma, très classe, parce que c'est des grands c'est des grands capteurs, et du coup, ça te permet de jouer, tu sais, de jouer sur t'as peu de profondeur de champ, et du coup, tu peux faire un fond en flou, d'accord? Sauf que vu que tu as peu de profondeur de champ, si tu fais la mise au point sur un visage, sur quelqu'un, s'il bouge légèrement, qu'il avance ou qu'il se recule, etc., ça peut foirer ta mise au point. Alors quand tu es seul, que tu gères une capta où tu as deux, trois caméras, tu lui fais tes réglages au début, mais et puis en plus les orateurs ils ont tendance à se balader sur scène.
à pas rester sur les marques que tu as posées, etc. C'est normal, ils sont stressés, ils pensent à autre chose, etc. Donc du coup, oui, pourquoi pas, parce que je vais oublier ça. Du coup, je privilégie moi les caméras avec des petits capteurs, beaucoup de profondeur de champ, et au moins je suis tranquille. Les caméras, je les pose, elles ont une profondeur de champ de malade. Celles-là, c'est des petits capteurs micro 4 tiers. Elles ont une profondeur de champ, on le verra tout à l'heure, hein, un truc de fou, quoi, limite sur 1 mètre, voire plus. Du coup, bah, je la pose, on voit tout. Voilà. Tant pis, je joue pas, je peux pas faire des belles images chiadées avec un fond flou, etc. C'est pas grave. Au moins, on voit la personne, on la voit bien. C'est pas compliqué pour moi à faire la mise au point, donc c'est cool. Pas d'autres questions? On y va, on joue?